La communication, c'est comme ce qu'on est en train de faire, on communique. À part que nous, on a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle le langage, mais il y a toutes sortes de langages. Notre corps parle, il faut l'écouter. Pour pouvoir l'écouter, il faut s'écouter, il faut prendre du temps, il faut respirer, il faut rentrer en soi. Et la communication animale, c'est écouter et s'écouter. Pour moi, c'est pas très différent de communiquer avec un animal que de communiquer avec quelqu'un. Que ça soit un être humain, un arbre, à part qu'avec un animal ou un arbre, on n'entend pas forcément un langage. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir à mon micro Christelle Lavigne. Une interview que j'attendais depuis un moment, parce que cela fait plusieurs mois que j'avais lancé l'invitation. La crise sanitaire aura eu le mérite de me faire rencontrer de magnifiques âmes. Sans elle, je n'aurais pas rencontré Christelle. Elle est une femme de conviction, passionnée par le vivant, la nature et les animaux, et c'est sous un angle un peu inhabituel que nous allons en parler. Après avoir été garde naturaliste pendant presque 30 ans, elle évolue désormais dans le domaine de l'énergétique. Elle prend soin des animaux et de leurs humains. Elle va nous raconter tout ça. Je ne vous en dis pas plus. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Bonjour Christelle. Salut. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, aujourd'hui je me sens bien. Je suis contente d'être là. Je suis ravie que tu sois présente avec moi aujourd'hui. Ravie que tu aies répondu oui à ma nouvelle proposition. Pour commencer, qu'est-ce que tu auras envie de dire pour te présenter à nous ? Peut-être pour compléter ce que j'ai annoncé en intro. Je ne sais pas trop, ça résume bien, tu mets la barre haute. Pourquoi ça, la barre haute ? Une femme de conviction, bon oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Non mais c'est vrai, t'as raison. Me présenter, non, je peux rajouter quoi tu me prends un peu au dépourvu comme ça. Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire de toi quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas ? Qu'est-ce que je dis de moi ? Pas derrière le micro. Du coup, c'est plus facile peut-être. Là, il faut que je me mette à l'aise avec cet outil dans la main qui n'est pas dans mon habitude. Peut-être que ça le sera un jour, que ça l'a été dans une autre vie. Mais là, c'est pas trop mon habitude d'avoir cet outil-là. Ça me bloque un peu. Je passe au-delà. Je suis Christelle, une femme de 52 ans. Je suis mariée depuis pas longtemps. Enfin, quelques années maintenant. J'ai 2 grands-enfants qui sont adultes, que j'aime très fort. J'habite une belle maison en pierre qui est plus vieille que nous, tous réunis, qui est pleine de sagesse et de savoir. J'habite un lieu remarquable, voilà, qui me fait grandir tous les jours. Alors, on a commencé à enregistrer à l'extérieur, mais trop de vent pour profiter de ton beau jardin, de ta belle terrasse. Oui, et du coup, ça nous fait profiter de l'intérieur de la maison. Tout en à fait, fait. Elle voulait ça, oui. C'est tout. Mais une maison, effectivement, dans laquelle on se sent extrêmement bien. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de venir chez toi. Vous l'avez aménagée avec goût. Enfin, oui, on y est vraiment très bien. Il y a une belle énergie. Oui, c'est elle qui a une belle énergie.
Ouais. Elle est très dynamique et elle incite à la paix. C'était plus agité sur la terrasse. Il y avait des rafales de vent. On s'est dit, tiens, est-ce que les éléments sont avec ou contre nous? Non, ils étaient avec nous, mais voilà, ils nous disaient que c'était pas l'endroit où il fallait rester, tout simplement. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti? Bah alors moi j'aime bien le vent, mais là effectivement on n'entendait pas grand-chose, mais non, c'est peut-être ça que j'ai ressenti si je le dis maintenant. Je sais pas toujours, hein, tu sais. D'ailleurs, on ne sait jamais. Pour reprendre peut-être l'histoire du début, quand je pose la question de se présenter, c'est vrai que souvent il y a l'aspect professionnel aussi qui revient sur le devant de la scène. Quand on te dit dans la vie de tous les jours que tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, qu'est-ce que tu fais, ton travail, ton métier, c'est souvent la première question qu'on se pose. Oui. Ce n'est qu'un moyen de. Alors, si on vient du côté professionnel, c'est où que je commence? Parce que finalement, on apprend tout le temps. Notre vie, à partir du moment où on est jusqu'à maintenant mes 50 et quelques années, j'ai des expériences, je vis des expériences qui font que j'en suis là où je suis. Ce qu'on appelle le chemin de vie, paraît-il. Bon. Alors, professionnellement, on commence où? À quelle période? Où tu as envie de commencer? De nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui et de l'éclairer avec ton expérience passée, de reprendre depuis le début. Alors peut-être que je peux commencer parce que ça pourrait aider certaines personnes. Quand on a 14-15 ans, qu'on nous dit, c'est là en fait le côté professionnel qui commence, quand on nous dit il faut aller travailler parce que il faut gagner ta vie, parce que tati tata, tout un tas de croyances, alors certes, qui sont vraies, puisque dans notre société, il faut gagner de l'argent, il faut ceci, il faut cela. Donc j'ai commencé par faire des petits métiers, des petites saisons, on dit. Et puis, tout de suite, je me suis rendu compte que l'école, c'était pas mon truc. Donc, j'ai arrêté après le bac, que je n'ai pas eu. Voilà. J'ai arrêté, j'ai dit, moi, je veux rentrer dans la vie professionnelle. Donc, je suis rentrée dans la vie professionnelle en faisant des choses que je n'aimais pas. Mais je le savais pas, puisque je ne savais pas ce que je voulais faire de ma peau. Puisque n'ayant pas eu le bac, je n'ai pas continué. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je ne sais pas. Je verrai bien. Donc, je suis rentrée à l'usine. Parce qu'ici, dans la région, pour gagner 3 francs 6 sous, c'est l'usine. Je suis allée à l'usine, j'ai fait 2 saisons, et là, je me suis dit, tiens, Christelle, s'il y a bien un truc, tu sais toujours pas ce que tu veux faire, mais s'il y a bien un truc que tu sais, c'est ce que tu ne veux plus faire. Donc, ça a été déjà une grande expérience qui m'a permis de voir, non, moi, je ferai plus ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, qu'est-ce que tu ne voulais plus faire? Ah non, mais alors, je ne voulais plus être sous les ordres de quelqu'un qui te dit, tu fais ça comme ci, comme ça. Le travail à la chaîne, quoi. L'ouvrier, l'esclave, tout. Puis les odeurs. Il y avait tout un mélange de choses. Et puis, c'était à l'intérieur. Et ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Que je ne voulais pas travailler à l'intérieur de quelque chose, mais à l'extérieur. Et donc ça a été une de mes premières réflexions dans ma vie professionnelle. Donc j'ai continué et puis ça a été mon premier bilan. Je voulais donc travailler à l'extérieur et j'avais fait d'autres saisons, ramassage d'asperges, travailler dans un camping où j'étais tout le temps dehors. Et du coup, là je me suis dit ça me plaît en fait. Ce travail un peu à l'extérieur, mais je savais toujours pas pourquoi je voulais travailler à l'extérieur. Et pourtant, on m'appelait à travailler dehors. Et du coup, je me suis dit, Christelle, là, il va falloir te prendre en main, prendre tes responsabilités un petit peu. Et j'ai commencé, donc j'ai regardé un petit peu les annonces. À l'époque, on avait le journal, là, le 40 et le 64, qui nous donnait les annonces de travail. Il y avait rien qui me plaisait. Et puis, j'avais vu une annonce pour une pépinière. Je me suis dit, tiens, la pépinière, ça pourrait être un bon compromis, ça. Je serais dehors avec la nature. Je savais pas pourquoi, mais je voulais ça. Et puis, je me suis dit, je vais je vais aller prospecter à toutes les pépinières du coin. Donc, j'ai fait du porte-à-porte. Je suis allée me présenter à toutes les pépinières du coin. Sans grand résultat, parce que je n'avais aucune formation. J'arrivais juste ma gueule enfarinée. Moi, je m'appelle Christelle. Je veux travailler dehors. Mais évidemment, c'est pas trop comme ça que ça se passe, même à l'époque. Et du coup, j'ai pas trouvé de boulot. Alors, j'ai fait une petite pause. Je me suis arrêtée chez un copain à l'époque, enfin une connaissance. Et puis, je me suis arrêtée faire une pause, boire un café, discuter. Et c'est lui qui m'a dit, tiens, tu sais, moi, j'ai rencontré, j'ai une connaissance, il m'a dit qu'au Marais d'Orx, il cherchait du monde.
Et là, j'ai dit au Marais-d'Orx, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Il me dit, ils doivent créer, il me dit, je sais pas quoi, un truc protégé, je sais pas ce que c'est. Ah bon? Mais je dis, mais t'as l'adresse du mec, là? Je vais appeler, moi. C'est travail dehors. Je vais appeler. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai appelé au Marais-d'Orx, j'ai eu un rendez-vous, un entretien. Je suis sortie de l'entretien et j'avais signé un contrat. Voilà. Et donc, c'était déjà une expérience. Je m'étais mis, j'avais mis des outils en place d'y aller, d'oser aller frapper aux portes, même si c'est pas en frappant à la porte que j'ai trouvé ce boulot, c'est en allant boire un café, mais c'est en prenant du recul, finalement. Et en discutant et en étant à l'écoute des autres, en écoutant. Et le tout, le truc qui est rigolo, c'est que moi, j'ai été prise, mais que ce mec-là, qui m'avait donné l'info, il s'est jamais présenté, il a jamais été pris, donc. Donc bon, voilà, c'était pour moi, en fait. Et là, l'expérience a commencé. Une des grandes expériences, une autre a commencé, puisque j'y suis restée donc 27 ans. Tu as démarré en tant que garde naturaliste d'emblée? Alors non, au tout début, j'ai commencé, j'étais en CES, contrat emploi solidarité, donc c'était un travail à mi-temps. Mais moi, déjà, c'était beaucoup parce que j'avais trouvé un job. Et puis surtout, sur 2 ans, je crois, ou 3 ans, je sais plus. Enfin, il y avait des durées pour les CES, je sais plus comment c'était à l'époque. Donc, j'étais hyper contente d'avoir trouvé ça. Fière de moi. D'ailleurs, je suis ressortie de là. J'ai dit, allez, champagne. Christelle, elle travaille. Parce qu'évidemment, tout le monde me disait, voilà, maintenant, il va falloir travailler, il va falloir ceci, il va falloir cela. Donc, bon, j'avais trouvé par moi-même, finalement, quelque chose qui pouvait me convenir. Même si je savais pas vraiment à l'époque à quoi m'attendre. Mais non, j'ai été prise d'abord pour être agent d'accueil. Mais moi, si j'étais dehors, tout m'allait. Donc agent d'accueil ou pas. Et ils étaient au tout début de leur aventure, c'est-à-dire qu'ils allaient créer une réserve naturelle nationale, que les dossiers étaient en train de se faire. Donc moi je suis rentrée en janvier 95, elle a été créée en février 1995. Voilà. Donc, je suis au tout début de l'aventure. Enfin, au tout début, non, parce que le début commence avant, mais je suis quand même au commencement de la réserve naturelle. Qu'est-ce qui fait qu'ils t'ont choisi, toi, puisque donc t'avais pas le bac, pas forcément l'expérience? Qu'est-ce qui les a convaincus, à ton avis? Peut-être parce que j'étais déterminée. C'est ce que j'allais dire, la détermination. C'est Ouais. ce qui m'est venu. Parce que la personne qui m'a donné rendez-vous, je l'ai appelée plusieurs fois. Il m'a fait appeler, il m'a testé un petit peu au téléphone, à me faire appeler à 8h du matin, des petites choses comme ça. Et moi, j'étais là, quoi. Je mettais le réveil, une demi-heure avant pour être bien réveillée, pour l'appeler. Il me disait, ah oui, c'est vrai, tu sais, genre, ah oui, c'est vrai, oui, bon, on verra, rappelez-moi, j'ai pas le temps. Alors que c'est lui qui me dit d'appeler à 8h, mais bon. Donc, je me suis dit, ou toi, attention, tu sais pas qui t'as affaire. Et voilà. Quel âge tu avais à ce moment-là? J'avais 23 ans, c'est ça doit être ça. Comment étaient tes débuts là-bas? Mais c'était bien parce qu'il a fallu que j'apprenne tout. Donc c'était une grande expérience. Donc c'était une réserve naturelle qui était quand même beaucoup basée sur la faune sauvage et notamment sur les oiseaux, donc l'ornithologie. Et moi je ne connaissais pas. Et je suis tombée tout de suite, celui qui travaillait avec moi, il était très passionné. Donc c'était vraiment lui, il s'affichait vraiment comme un grand ornithologue, sûr de lui, tout ce que j'étais pas. Et du coup, il m'a appris beaucoup de choses, et notamment à identifier les oiseaux, et ça m'a plu d'être dehors, d'être au contact. J'étais à l'extérieur, en fait, j'étais heureuse, je savais pas pourquoi, mais j'étais heureuse d'être là, et j'étais dans l'apprentissage. Et on est toujours heureux quand on apprend quelque chose, ça nous fait toujours du bien. On sent qu'on a envie d'apprendre, enfin, en tout cas, moi, je sentais que j'avais envie d'apprendre. Et voilà, et ça a commencé comme ça, petit à petit. J'ai appris un peu à identifier les oiseaux. Après, j'ai appris à partager mes connaissances en étant guide. Je faisais donc les visites guidées, mais ça, c'est venu avec le temps, avec les années. Et le développement de la réserve. Et le développement de la réserve. Ouais. Et après, c'est moi qui ai voulu être un peu plus dehors à faire un peu plus ce que j'aime. Donc, suivre les espèces, pas forcément d'oiseaux, puisqu'il y avait déjà des naturalistes, enfin des ornithologues en place. Donc, ça a été plutôt ce qu'on appelle la petite faune. Les libellules, les papillons, tout ce qui vole, quoi. Et tout ce qui saute, parce qu'après c'est parti sur les criquets, les sauterelles, après c'est passé par les abeilles, bon voilà, tout ce qui était petit et que ça n'intéressait pas grand monde, mais du coup je me suis dit, tiens, il y a peut-être une petite faille là.
Je vais y aller, comme ça, moi, j'aurai ma petite place. J'ai fait ma place. Voilà, j'ai fait ma place. Et ça m'a appris ça, à faire ma place, à me positionner, à faire ma place. C'est une très, très grande expérience. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience là-bas? Tu y as appris tellement de choses, tu y as vu aussi tellement d'espèces, parce que tu parles des petits animaux, mais il n'y a pas que ces petits animaux. Ah non, mais c'est la nature, c'est tellement, il y en a tellement. C'est en fait, c'est difficile de tout savoir parce que c'est elle qui sait. Toi, tu n'es toujours qu'un apprenti. Il y en a tellement de choses à connaître et c'est en fait, tu peux pas te lasser d'être dehors, d'être avec la nature et à observer. Donc, je ne sais pas tout et je ne saurai sûrement jamais tout. Parce que bon, là, c'est ma petite vie d'ici, mais si tu changes de continent, que tu vas ailleurs, t'as encore d'autres espèces, d'autres ambiances, d'autres énergies. Donc, c'est toujours très, très riche. Et mais plein de vie à vivre pour aller, j'espère, sur plein d'autres continents et continuer cet apprentissage, en tout cas. Ça ressemble à quoi une journée là-bas? Alors, ça dépend des journées, hein. Alors, je vais prendre la journée qui m'allait bien à moi. Parce qu'autrement, il y en a eu plein d'autres qui m'allaient pas. Hein. Quand on te dit, allez, tu vas aller à l'accueil, donc enfermé dans dans un espace où tu vas accueillir des gens. J'avoue que c'est au bout d'un moment, quand finalement ta volonté, c'est d'être dehors. Si t'es à l'intérieur, ça ne va plus. Donc ça peut vite être fatigant quand t'es pas fait finalement pour faire ça. Ou alors du moins un petit peu, mais pas trop. Et ma journée où j'aimais bien, c'est quand le matin, par exemple, il y avait, comptage d'oiseaux. Donc chacun partait, s'habillait en conséquence. L'hiver, c'était le bonnet, les gants, la grosse doudoune, parce que tu restes longtemps à être à travers ta lunette, à observer et à compter. Donc t'es sur place. Et après, ça, c'était le matin. Donc c'était un beau moment de partage et où on est ensemble, mais t'es tout seul à faire ton truc, mais on est quand même ensemble. Et l'après-midi, je partais marcher dans le marais, à compter les libellules, ou observer les papillons, essayer de les attraper, de les identifier, voilà. Ce qu'on fait quand on est enfant. Exactement. Tu sais que j'y ai pensé quand j'ai un peu regardé là, que j'ai un peu préparé entre guillemets l'interview, c'est ce que je me suis dit. Là, en fait, c'est le rêve de petite fille. En fait, d'être dehors, de gambader dans les champs, de machin. C'était ouais. De courir après les papillons, d'essayer d'attraper les libellules. Exactement, l'insouciance, tu sais, la liberté, ouais. Bon, une fausse liberté parce que on te demande des comptes rendus et c'est là après où ça va plus. À quel moment est-ce que ça va plus? À quel moment est-ce que tu décides que ça s'arrête et que tu vas t'orienter sur autre chose ou évoluer sur autre chose? Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Qu'est-ce qu'on peut dire Quel moment? Alors, il y a eu un élément qui a fait que j'ai pris la décision. Enfin, pas un élément, mais plusieurs petits éléments, mais en fait, je me suis rendu compte que ça faisait déjà un moment qu'on me disait que j'étais plus bien là où j'étais. Pourtant, on me disait, ouais, mais tu te rends compte, tu es fonctionnaire, tu te rends compte de la chance que t'as, il y en a qui rêveraient de faire ton métier, tu es payé à aller observer. Je dis, oui, ça, je sais tout ça. Mais il y avait quelque chose qui n'allait plus, en fait. Il m'a fallu du temps pour analyser un petit peu ce qui n'allait plus. Et c'est venu bien après, avec du recul, parce qu'il faut que je me pose, que je boive un café ou autre. Mais il faut prendre du recul sur la situation. Et le Covid est arrivé. Mais ça faisait déjà quelque temps, en fait, que mais d'ailleurs, quand j'ai annoncé que je démissionnais, mes collègues n'étaient pas surpris. Enfin, les collègues avec qui j'étais proche n'étaient pas surpris de ma décision parce que j'avais dit à plusieurs reprises, plus ou moins malgré moi, mais non, mais moi, ça m'étonnerait que je sois encore là, que j'attende la retraite, que je sois encore là, je me vois pas être là encore. Et je leur disais déjà. Et je savais pas pourquoi je disais ça, je disais en déconnant, mais en fait, c'était vrai. Ouais, tu savais au fond de toi. Au fond de moi, je savais, mon âme me disait, mais non, en fait, c'est pas là ta voix. Ça t'a permis de. Mais il faut continuer. Il faut pas s'arrêter à ça. Il faut pas s'arrêter à cette petite vie bien construite que il te semble bien construite. Mais non, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Il faut oser, il faut prendre des challenges, il faut avancer, il faut créer. Et là, je créais plus. Je m'endormais. J'étais plus moi.
Je m'endormais sous une étiquette de garde naturaliste qui m'était allée très très bien pendant longtemps, mais qui là ne me suffisait plus. Et là, quand le Covid est arrivé, et en fait, grâce à lui, qu'on nous a dit, vous restez chez vous, tout. Mais en fait, avec mon mari, mon chéri, on s'est regardé, on a fait, waouh, alléluia, on est chez nous. Oh, mais génial, en fait, nous, on est partis tous les deux dans notre délire. On venait d'acheter la maison et on venait tous les jours travailler à la maison. En fait, on était libre de faire ce qu'on voulait. Et là, ce qu'on voulait, c'était reconstruire cette maison et voilà. Et du coup, la raménager, faire des travaux, la nettoyer, y mettre toute notre énergie. Et c'est grâce au Covid, en fait, qu'on a pu faire tout ça. Et après, quand on nous a dit, il faut revenir travailler, on s'est dit, non, en fait, on n'a plus envie. On n'a plus envie de ça. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a plus envie de faire ce qu'on faisait, même si on se plaît quand même dans ce qu'on fait. C'est pas le travail en lui-même qui nous dérange, c'est tout ce qui va autour. Et là, on peut parler d'environnement, parce que l'environnement, ça, c'est un ensemble de choses. C'est les gens qui te disent, tu vas te lever à telle heure parce qu'il faut commencer à telle heure, tu vas manger à telle heure parce que, ici, la pause, elle est de telle heure à telle heure, tu vas finir à telle heure, tu vas prendre tes congés, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et en fait, tu te dis, mais non, mais en fait, laissez-moi tranquille. Moi, j'ai envie d'être libre. Donc, le Covid m'a fait prendre conscience de cette envie de liberté, que je m'étais enfermée dans quelque chose qui quelque part me correspondait, mais j'avais cette envie d'être libre. Et là, après qu'on nous dise, non, en fait, il faut il faut un pass sanitaire pour venir travailler, etc., etc. Mais non, moi, j'étais plus d'accord avec ça. Parce que qui ils étaient pour nous imposer quelque chose sur notre santé, ça, c'était pas possible pour moi. Ça a été l'élément déclencheur, en fait. Enfin, l'ultime élément déclencheur. Ça a été l'ultime, parce que j'y ai réfléchi longtemps et je me suis dit, est-ce que s'il n'y avait pas eu ça, cette truc qui te pousse vraiment jusqu'au fond de toi-même, est-ce que si tu n'avais pas eu ça, tu aurais démissionné, tu serais parti. Oui. Est-ce que peut-être aujourd'hui, tu serais encore garde naturaliste au Marais ? Peut-être. Je ne sais pas. De toute façon, je peux pas savoir. Je ne sais pas. Il se trouve que quand j'en ai beaucoup discuté avec ma famille proche, donc avec Manu évidemment, et mon chéri, avec mes enfants, et quand t'as ton entourage proche qui te dit mais vas-y quoi. Ma fille, la première chose qu'elle me dit, mais enfin maman, enfin. Et là, je me suis dit, mais oui, mais elle a raison. Elle a raison. Enfin, je vais faire, tu vois, même si j'avais peur parce que, je démissionnais, parce qu'évidemment, on voulait pas de rupture conventionnelle. Donc, je démissionnais. Il fallait que j'allais pas avoir de revenus. Et après, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais attends, Christelle, tu as une autre maison. Tu as un peu d'argent de côté. Vas-y, tu n'es pas à la rue. Tu as une maison dans laquelle tu habites. Tu as des gens qui t'aiment. Qu'est-ce qui te retient, en fait? Rien. Et en plus, je m'en suis souvenue aussi, je me suis dit, je suis allée à la lune comme ça, et oh là là, je sais pas quoi faire, j'ai peur, je sais pas quoi faire, j'ai peur de prendre la décision, j'ai peur, je savais que c'était ça, mais j'ai peur de prendre cette décision parce que la démission, ça veut dire que j'ai droit à rien, que l'État allait rien me donner. J'ai droit à rien et tout ça, et puis j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Et je suis allée me coucher, et j'ai dit à mon chéri, bon, ça y est, j'ai décidé, je démissionne. Et il m'a dit, je te soutiendrai. Ah alors là, parfait. J'ai rendez-vous, je leur annonce. Et voilà. Après, c'est des aventures, des rencontres. Et tu savais pas vers quoi à l'époque tu allais t'orienter, en fait. Pas du tout. Ouais. Je me souviens très bien, la décision, tu l'as prise assez rapidement. Oui. Entre le moment où tu as été suspendue, où tu demandes une rupture conventionnelle, où tu fais le choix de la démission. Moi, j'ai l'impression que ça a été très vite. Je t'entends très bien me dire, effectivement, je me donne aussi un petit peu de temps pour voir, pour moi, la suite. Parce que, j'ai la possibilité de me donner du temps. Et aujourd'hui, quel chemin parcouru. Dingue. C'était il y a 3 ans. Non, mais c'est dingue, ouais. Parce que qu'est-ce que tu as fait ces 3 dernières années après cette décision Et je me souviens la réflexion que tu avais eue quand tu avais aussi tapé à la porte de Pôle emploi à l'époque où on te dit mais une fonctionnaire, mais ça ne démissionne pas. Oui. Si. La preuve. Alors, mais qu'est-ce que vous faites pour moi Et en fait, tu rentrais dans aucune case. Il y avait aucune disposition. Il y avait rien pour toi. Ça n'existait pas un fonctionnaire qui démissionne. Non, ça n'existe pas. Donc on rentre pas dans les cases. Comme on a été dans le secteur public, et Pôle emploi, c'est le secteur privé. Donc il y a une grande barrière entre les deux.
Je ne sais pas, ils communiquent pas, il y a quelque chose qui se passe, peu importe. Bon, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais là au milieu? Alors, je suis allée à Pôle emploi pour aider administrativement, pour être dans une, entre guillemets, une case. Parce que malgré tout, mes filles sont quand même voilà, elles étaient à l'époque encore étudiantes. Il fallait faire les dossiers pour les bourses. Si on n'est pas dans une des cases, c'est compliqué. Donc, je suis allée à Pôle emploi pour ça. Mais j'aurais pu m'en passer parce que bon, si j'ai rencontré une dame charmante qui m'a dit, mais de toute façon, je vois très bien que vous êtes bien. Vous allez y arriver, je n'ai aucun souci pour vous. Je dis, mais c'est ça. Mais pourquoi vous me demandez plein de choses? Je suis mon chemin et puis s'il dure un an, il durera un an, c'est 2 ans, 3 ans, peu importe, j'y suis, quoi. Voilà, donc ça, c'est pas... Bon, ils ont fini par me radier parce que de toute façon, ils me donnaient pas de sous, j'avais pas droit de sous. Ils ont fini par me radier parce que soi-disant, je n'avais pas été à un rendez-vous. Bon, peu importe. Ce fut une expérience. Voilà. En tout cas, bon, cette dame était sympathique. Voilà, elle m'a donné confiance, en fait, aussi. Ça a été ça, peut-être, le chemin avec elle, c'est qu'elle m'a donné confiance. Elle a vu en moi, même si j'étais un peu perdue, que je savais pas trop ce que j'allais faire, elle a quand même vu, peut-être ce côté déterminé. Elle me dit, non, mais moi, il n'y a pas de souci quand je vous vois. Elle me dit, si vous voyez tous les gens que je vois passer, elle me dit, là, je vous vois arriver, mais pour moi, il n'y a pas de souci. Ah bon, alors tant mieux. Et voilà, la case Pôle emploi, mais c'est surtout que j'ai rencontré des gens que j'avais déjà rencontrés avant, qui m'ont aidée. Puis après, c'est des amis qui m'ont dit, ouais, mais Christelle, qui m'ont aidée à avoir confiance en moi et à me diriger peut-être un petit peu, à me dire, Christelle, t'as du magnétisme, il faudrait peut-être que t'approfondisses là-dedans. Voilà, donc des petits trucs comme ça. Une amie qui est arrivée un jour avec une clé USB. Sur la clé USB, c'était tout un cours sur le magnétisme. Plein de petits cadeaux comme ça qui arrivaient. On appelle ça aussi des synchronicités. Et voilà, et j'ai tout regardé, j'ai pris le temps. J'ai beaucoup pris le temps dans un premier temps. Tu étais déjà intéressée par ça, par le magnétisme? Oui, déjà. Je faisais plus ou moins, je posais mes mains plus ou moins sur l'un, sur l'autre. Quand je le ressentais, évidemment, hein. Toujours la base, toujours faire quand c'est OK pour nous. Mais sans grande conviction, parce que je savais pas. En fait, il faut avoir confiance en soi aussi. Et après, ça, c'est pas que ça s'apprend, mais si quand même, il y a tout un côté apprentissage où on t'aide un petit peu à aller vers là, comment on y va. Je l'ai dit dans les soins énergétiques, mais ce que j'ai peut-être pas suffisamment précisé, essentiellement auprès des animaux. Enfin, ton intervention aujourd'hui, elle est surtout autour des animaux. Oui. Pas uniquement. C'est amené à évoluer, mais en tout cas, jusqu'à présent, tu t'es quand même orientée dans l'accompagnement des animaux. Ça, c'est voilà, ton lien au vivant qui est resté. C'est mon lien au vivant et c'est un peu le fil rouge de ma vie, en fait. J'ai toujours été en contact avec les animaux et j'ai toujours eu ce lien avec les animaux. Tout le temps, depuis toute petite, je suis entourée d'animaux et peut-être parce que je suis fille unique, mais toujours eu ce côté, toujours une histoire avec un animal. Alors, en général, évidemment domestique, puisque les familles ont des chiens, des chats, des poissons rouges, des perruches, mais voilà. Tu parles de Dolly sur ton site. Ouais, Dolly, c'est la chienne de mon père. Et Dolly, on s'est rencontrés, moi j'étais toute petite. Elle a été... Mais ça, c'est pareil, ça avait beaucoup de recul que je me suis rendu compte de tout ça, parce que c'est déjà elle qui m'apprenait plein de choses, sans le savoir, parce que j'ai un peu appris à marcher avec elle. Et du coup, elle avait toute cette part où elle suivait mon père à la chasse, où elle était vraiment le chien bien, qui revient plein de boue, mais qui est heureux d'être dans la boue. Et avec moi, elle avait tout ce côté très douce, très maternel. On jouait à la poupée toutes les deux. Elle venait dans mon lit quand mes parents étaient pas là. Je partais à travers les champs, elle me suivait tout le temps. En fait, on avait ce lien et elle me faisait vivre ce côté authentique tout le temps. Soit aime et vit, quoi. Enfin, c'était ça qu'elle me disait. Tu peux être à la fois pleine de boue à un moment, mais pleine de douceur à un autre. C'est notre, côté un peu masculin-féminin, si on peut dire ça comme ça. Et je m'en suis rendu compte après, en faisant, quand j'ai commencé à apprendre la communication animale, je me suis dit, mais avec toi d'ailleurs aussi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça, il faut que j'approfondisse ce lien que j'avais avec les animaux, il faut que je comprenne pourquoi je l'ai, que j'aille au-delà. Et la communication m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, mais après je sentais qu'il me manquait. J'avais ma partie magnétisme que je pouvais pas mettre en avant.
C'est pour ça que je me suis un peu dirigée vers les soins énergétiques. Du coup, je pouvais allier les deux. Mon relationnel, mon intuition, que j'ai ce rapport-là avec les animaux, mais avec la nature en général, puisque je suis passée par le Marais d'Or, c'est pas pour rien. Parce que j'aime être en contact avec les éléments, malgré tout. Ça m'amène de la paix, ça m'amène de la connaissance de moi, de la tranquillité. Et ça, tout le monde le sait, parce que on va tous, à un moment donné, faire une balade en forêt. Et on dit, oh là là, ça m'a fait du bien. Oh, ça m'a fait du bien d'aller marcher au bord de l'océan. J'ai été faire une randonnée en montagne. Oh là là, je me suis sentie mieux. Ben oui, en fait, on a tous ça. C'est juste qu'avec le temps ou la société, je sais pas, on l'oublie. Mais moi, ce lien, je l'ai gardé. Oui, tu l'as toujours eu. Je l'ai toujours eu et je l'ai gardé. Et peut-être qu'il a fallu du temps pour que tu comprennes véritablement, en tout cas, l'impact que ça pouvait avoir pour toi. Et pour quelles raisons tu étais aussi connectée aussi au vivant. Peut-être que tu avais quelque chose à faire avec. Oui. En plus que observer les papillons, les libellules, mais voilà, aller un tout petit peu plus loin. Exactement. Et là, j'y suis. Je découvre encore plein de choses, hein. Mais là, j'y suis dans le un peu plus loin. Pourquoi je suis là? Je commence, ça y est, ça commence à s'éclairer un petit peu plus. Quand on parle de communication animale, en fait, on parle de quoi? En quoi ça consiste? Parce qu'il y en a pour qui c'est encore un peu nébuleux. Comment on communique? Comment ça se passe? Ça se passe bien. La communication, c'est comme ce qu'on est en train de faire, on communique. À part que nous, on a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle le langage, mais il y a toutes sortes de langages. Notre corps parle, il faut l'écouter. Pour pouvoir l'écouter, il faut s'écouter, il faut prendre du temps, il faut respirer, il faut rentrer en soi. Et la communication animale, c'est écouter et s'écouter. Pour moi, c'est pas très différent de communiquer avec un animal que de communiquer avec quelqu'un. Que ça soit un être humain, un arbre, à part qu'avec un animal ou un arbre, on n'entend pas forcément un langage. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Il n'y a pas de règle. Des fois, je vais entendre des mots parce que je pense que ça dépend de celui que j'ai en face ou celle que j'ai en face. Donc, soit ça va être des mots parce qu'il a envie ou elle a envie de parler. Et là, j'entends très clairement des mots. On peut vraiment avoir une discussion et aborder certaines choses. Et des fois, ça va être des images qui arrivent comme ça, spontanément. Des fois, c'est les deux. Des fois, c'est juste des perceptions. Ça dépend aussi de qui j'ai en face. Ça doit dépendre de moi aussi. Comment je suis ce jour-là. Voilà, il n'y a pas de règle. Mais il faut être toujours à l'écoute. C'est ça que ça, en tout cas, pour moi, c'est être à l'écoute. À l'écoute de ses ressentis, de ses perceptions. Oui. Et c'est aussi une communication par télépathie. C'est-à-dire que tu ne parles pas directement avec l'animal. C'est comme si c'était ton âme qui s'adressait à son âme. Enfin, comment est-ce qu'on peut essayer de le représenter pour essayer de... Comment est-ce qu'on peut expliquer plus concrètement? Parce que, ou peut-être que ça s'explique pas, en fait. Ça se vit. Enfin, t'as fait quelques stages d'initiation. Comment t'as fait pour t'y engager vraiment, en fait? J'ai essayé. J'ai fait deux stages avec Lucien Voisin. J'en ai fait un autre avec Laure Pesquet, où là, j'ai abordé plus le côté soin, et notamment par la radiesthésie, donc avec le pendule et d'autres petites choses. La technique, c'est tout le temps plus ou moins la même, c'est-à-dire qu'il faut être centré, revenir en soi, faire abstraction de l'extérieur, donc être dans le silence, revenir en soi, et puis s'écouter. Et ça se pratique, en fait. C'est quelque chose qui se pratique. Alors, les premières fois, il faut se faire confiance. Donc, c'est aussi un travail de confiance. Il faut pas être dans l'attente tout de suite de vouloir recevoir quelque chose. Parce que, comme je te dis, si tu reçois juste un ressenti sur ton corps, c'est une communication. Donc, tu peux te dire, mais j'ai rien reçu. Mais si, en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le vide. Et donc, c'est des histoires aussi de respiration. Voilà, il faut essayer, il faut s'entraîner, Ça demande de changer ses fréquences et d'être dans un état modifié de conscience parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait. On est sur des niveaux de conscience ou de fréquences différents. Oui. Et en fait, comme c'est nous qui faisons la démarche d'eux, c'est plutôt à nous d'essayer d'abaisser, en fait, comment est-ce qu'on peut, par la méditation, par la relaxation. Oui. Ouais. Méditation, relaxation, respiration, tout simplement. Moi, quand je dis revenir en soi, assez facile à dire, mais j'ai mis du temps à faire le processus. Comment je reviens en moi, comment je fais, je fais un grand vide, quoi. Déjà, je fais le vide de tout ce qui m'entoure, quoi. Je le rejette. Enfin, je sais pas que je le rejette parce que
mais il faut que je sois dans mon cocon, dans mon espace, dans mon petit cocon à moi, où je suis tranquille et en sécurité, en paix. Et après, c'est la respiration et je demande. Je veux communiquer avec toi. Et tu demandes le consentement de l'animal parce qu'il peut ne pas être OK pour être en connexion avec toi. Tu me disais tout à l'heure, on a parlé des communications que tu as pu avoir de certains animaux qui se coupent de toi, en fait. Oui, ça arrive. Ils sont pas tous OK. Déjà, ils ont pas forcément l'habitude qu'on rentre en communication avec eux de cette façon. Donc, des fois, ils sont très surpris. Ils peuvent avoir peur. Ça se respecte. Hein. Donc, j'ai réessayé une autre fois, un autre jour, un autre moment. Ça peut être aussi parce que tout simplement, le moment de la journée n'est pas adapté pour eux. Parce que c'est pas parce que moi j'ai envie et qu'eux ils ont envie aussi. J'attends, je fais, j'y vais tranquillement. Et oui, parce que la demande émane de leur humain. Oui. C'est souvent les humains qui sont en attente d'eux. Ben oui, et forcément. Oui. Ils veulent savoir ce qui se passe. Donc tu es une sorte de médiatrice entre l'humain et l'animal. Comment tu pourrais qualifier Je sais pas si c'est de la médiation, mais en tout cas, j'essaie effectivement d'apporter peut-être des par rapport à ce que je ressens, ce qu'on veut bien me dire. J'essaie d'amener des pistes en tout cas pour que la personne pour l'aider en tout cas avec son animal. Parce que l'animal, quand il a des problèmes de comportement, c'est jamais pour rien. Il y a toujours une raison. Des fois, ça peut être une raison qui est lointaine. Ou ça peut être un truc que nous, on fait pas attention. Un bruit récurrent. Comme ils ont pas les mêmes sens que nous. Le bruit peut être un bruit de fond. Enfin, il y a plein de choses. Les ondes électromagnétiques, souvent, la Wi-Fi, tout ça. Ils sont très sensibles à ça. Et nous, on n'y fait pas attention. Mais on y est sensible aussi. Mais les animaux encore plus. On n'y fait pas attention pour nous. Donc, on fait pas attention pour eux, c'est évident. Donc, tout ça, il y a des efforts à faire, mais qui vont pour nous aussi. Ça peut être aussi le lieu. Les énergies du lieu. Ça arrive des fois. L'animal, il est pas bien dans le lieu où il est parce que, en général, l'humain n'est pas bien non plus. Il sent que, et là, quand on commence à lui dire, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous arrivez à vous reposer? Et tout ça. Et là, évidemment, la personne, on dit, ah non, c'est vrai, je me lève, je suis fatiguée. Oui, en fait, vous êtes pas au bon endroit. Il faut changer votre lit de place ou changer de... Bon, alors ça, on aborde la géobiologie, c'est pas mon ressort, mais l'animal, il le dit, ça. Parce que lui, il le ressent. Il le dit pourtant à son humain. Ça va pas là où t'es, ça va pas sur ton lit. Ils peuvent venir uriner sur le lit, ils peuvent venir faire des choses. Mais on se demande pourquoi. Mais en fait, il vient juste dire qu'en fait, le lieu n'est pas bon. Il faut aller ailleurs, il faut changer de place, ça va pas. C'est stressant, c'est angoissant. Et voilà. Tu es celle qui leur donne la parole. Parce que les humains n'arrivent pas à décoder leur comportement ou à comprendre le message peut-être qu'ils veulent faire passer. Alors on te sollicite toi pour essayer de comprendre et toi tu essayes de décoder sans interpréter, parce que c'est là aussi la limite et le risque d'interpréter ce que tu reçois comme sensation, perception. C'est aussi pour ça qu'on a un peu de mal avec nos propres animaux, parce qu'on a tendance à interpréter, parce qu'on vit avec eux, on les voit, on les connaît, donc des fois on interprète un peu leur truc, parce que là du coup c'est notre mental qui prend le dessus et notre cœur. Mais si on laisse faire notre cœur, quand on connaît pas l'animal, c'est plus simple parce que on connaît pas son comportement. Donc et puis il y a pas l'affect, l'attachement qu'on peut avoir pour son animal. Exactement. Ouais. Pour quel motif est-ce qu'on peut te solliciter? Tu parlais de troubles du comportement, mais on peut aussi faire une communication animale avec son animal, même s'il n'y a pas de troubles du comportement. Bien sûr. Ouais. Justement, il faut pas attendre. Justement, c'est ça qui est intéressant. Il faut surtout pas attendre qu'il y ait un problème. Le soin énergétique amène du bien-être. Et il faudrait le faire pour nous. C'est-à-dire qu'il faut pas attendre que ça aille mal. Parce que là, il y a déjà trop de blocages. Alors, surtout nous. Parce que nous, on s'en met, on se fait des nœuds au cerveau pour pas grand-chose. Mais les animaux, ils en sont pas à ce point-là. Mais ils peuvent aussi se faire des nœuds au cerveau. Je dis ça, c'est imagé. Mais il faut pas attendre que ça aille mal pour agir. Le mieux, c'est de temps en temps, on prend soin de nous. Et bien, comme on prend soin de nous, on prend soin de nos animaux. Et on se dit, tiens, et si j'allais voir l'ostéopathe pour voir si mon animal va bien? Est-ce que l'autre jour, je l'ai vu, il est tombé? Est-ce qu'il s'est pas fait mal? Ça, c'est un réflexe, c'est le réflexe qu'on a pour nous, mais il faut l'avoir pour lui aussi. On parlait de l'alimentation, par exemple. L'alimentation. Avant d'enregistrer, si on n'a pas même pour soi cette
attention-là, on va l'avoir encore moins pour notre animal. On va pas se poser la question de est-ce que ce que je lui donne à manger lui est adapté. Le chat donc est un carnivore. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a ce qu'il faut dans sa gamelle ou s'il a que des croquettes au poisson? Enfin voilà, on n'est pas du tout dans les besoins. Non, mais on répond déjà pas à nos besoins. Oui. Il faudrait commencer par là. C'est ça, ouais. Pour après être conscient que c'est bénéfique et en être conscient pour l'autre. Voilà, il faudrait l'appliquer. Déjà, ce qu'on veut appliquer aux autres, il faut se l'appliquer à soi-même. Autrement, ça fonctionne pas. Mais l'alimentation, c'est la base. C'est notre premier médicament, entre guillemets. C'est notre alimentation. Tu as des animaux qui se sont plaints de leur alimentation, par exemple? Ça arrive. Oui. Ça arrive. Oui, ils voudraient autre chose. Mais bon, alors j'essaie de faire passer le message, mais après, voilà, chacun fait ce qu'il peut, donc c'est compliqué. Ce que j'avais retenu, parce qu'on avait participé effectivement à un stage toutes les deux sur la communication animale, puis j'en avais fait d'autres aussi avec Shaina Lebeau. Ah oui. Ce qui revenait comme message, c'était surtout il faut que les humains soient prêts à entendre absolument tout ce que l'animal a à leur dire. Il faut vraiment s'assurer que, d'un, que l'animal soit consentant pour faire la communication, et de deux, que les humains avec qui vit l'animal soient prêts à absolument tout entendre, parce que derrière, peut-être il y a des décisions aussi à prendre. Tu parlais du réaménagement, par exemple, de sa maison. Enfin, il y a peut-être des choses à modifier. Mais c'est aussi jouer ce jeu-là. C'est-à-dire, c'est pas juste savoir ce que son animal a à dire, c'est comment, si on le prend en compte, et comment on reçoit absolument tout ce qu'il a à nous dire. Ça, c'est pas toujours évident. C'est là où ça nous fait travailler la communication. Notre façon de dire les choses. Et malgré tout, les gens sont pas toujours prêts à entendre les choses. Donc des fois, alors moi, l'animal, je lui fais toujours un compte rendu de ce que j'ai noté. Et je lui dis voilà, alors j'ai senti ça. Est-ce que je dis ça. Par contre, ce que tu m'as dit là, je vais pas le dire comme ça. Parce que j'ai senti que c'était... Parce que des fois, c'est un peu... Enfin, moi, je le ressens, en tout cas, un peu brutalement. Donc, je peux pas lui dire ça. Je vais essayer de le dire différemment. Alors, ça sera peut-être pas ce coup-ci, ça sera peut-être la fois d'après. Mais voilà, donc, je fais un compte rendu à l'animal comme un thérapeute, il ferait à son... à son patient. Il dit voilà, alors j'ai fait le point, il y a ça. Et bien moi je fais la même chose avec l'animal et du coup je tourne après avec mes mots et je lui dis en même temps, je le dis à voix haute, je dis alors moi je veux dire ça et ça, est-ce que ça te va? Là je m'assure toujours avec mon pendule pour voir si c'est ok, pas ok, parce que pour blesser personne en fait. Parce que là du coup on n'est pas que avec l'animal, on est aussi avec son gardien. Donc, puis avec tout le monde dans le lieu. Il faut blesser personne. On mesure pas l'incidence que ça peut avoir ou l'impact, effectivement. Oui, les mots, ça peut blesser. Faut pas attention. Alors, je dis ça mais parce que je l'ai vécu. Parce que je peux être blessante. Quand les choses sortent comme ça, je peux être blessante. Donc, j'ai appris avec le temps à dire, d'essayer de dire avec douceur. Et c'est pas facile. Pour moi, c'est un grand travail. Ça m'apprend tout ça. Oui, parce que tu m'as dit en préparant l'enregistrement d'aujourd'hui que tu avais beaucoup appris justement en communiquant avec les animaux. Est-ce que justement tu as appris à mieux communiquer ou à améliorer ta communication ou à communiquer différemment? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ça m'a appris déjà comment moi je fonctionne. Alors, en parallèle, évidemment, je suis sur l'apprentissage de moi. Je travaille beaucoup sur moi, donc sur un travail personnel. Donc le tout mélangé fait que, oui, je me découvre. Mais là, en fait, ils m'apprennent je me suis rendu compte que je communiquais beaucoup avec mon corps. Donc je ressens beaucoup de choses dans mon corps. Donc c'est des ressentis. Donc pour pouvoir déjà les ressentir, c'est-à-dire qu'il faut que je me connaisse. Donc au fur et à mesure, j'ai appris à me connaître par rapport à ça. Et j'apprends encore, évidemment, parce que le corps a un milliard de cellules, il y en a quand même pas mal à apprendre. Et c'est ça qui est très bien. Et j'apprends sur la communication, sur comment le verbaliser, comment le retransmettre à l'autre. Et qu'est-ce que ça vient à moi me percuter, alors dans mon corps, qui me parle tout de suite, et puis moi aussi, derrière, hop, ça veut dire ça, ah oui d'accord, est-ce que j'ai vécu ce truc-là aussi, non, pas non, oui, comment ça se passe, et ça m'apprend beaucoup, et c'est ça qui est bien. Quel retour as-tu des humains qui font appel à toi? Je sais pas trop. Le meilleur retour, c'est quand j'ai une personne qui m'envoie quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est un bon retour parce que ça veut dire qu'elle est contente ou qui du coup me dit bon alors t'as fait le soin sur ce chat-là et du coup il y aura celui-là et puis après il y aura encore celui-là qui du coup fait tout le tour de son foyer finalement et ça c'est le meilleur retour.
Ça veut dire qu'ils sont contents. Je me rends compte que beaucoup de gens avaient des chats, alors que j'ai jamais été trop entourée de chats, ce qui est très rigolo en soi. Mais ceci dit, les quelques chats que j'ai eus m'ont appris beaucoup. Et c'est des animaux très très philosophes. Et c'est peut-être ça que je trouve intéressant chez eux. C'est peut-être pour ça. Non, c'est pas que pour ça, mais parce que les gens ont des chats parce que c'est peut-être plus facile quand on veut s'en aller, quand on veut faire garder, quand on a un appartement. Un chien, ça c'est entre guillemets un peu plus exigeant parce que pour moi c'est pas de l'exigence, mais le chien demande un peu plus, d'attention. Pour le dire de manière un peu caricaturelle, on dirait que le chien est plutôt dépendant de son humain. Oui. Pour faire ses besoins, alors que le chat, on le décrit vraiment comme un animal très indépendant. Mais peut-être qu'on se trompe aussi. Ce qui est pas tout à fait juste. Oui. Il est effectivement indépendant sur certains traits de caractère. Enfin, sur ce que moi je peux voir. Il aime sa liberté d'action. Ça, c'est sûr. Mais par contre, il aime son territoire, il aime son gardien, il lui est très reconnaissant, mais ils vivent avec des codes sociaux. Ça, c'est une chatte qui me l'a appris. Ils ont des codes sociaux entre eux qui sont très carrés, très... une règle, c'est une règle. Et il faut pas transgresser la règle. Autrement, c'est aussi pour ça que certains chats ne s'entendent pas, parce qu'ils respectent pas ces codes sociaux. Mais c'est pas leur faute. Des fois, ils ont pas vécu avec d'autres chats, donc ils les connaissent pas. Et cette chatte-là, elle me disait, oui, mais moi, je suis venue dans cette famille parce que il a plein de chats. Moi, je les ai observés pendant plein de temps et en fait, il le respecte pas à lui. Et donc, elle est rentrée dans ce foyer-là pour faire la loi. Et c'est ce qu'il m'a dit, je comprends pas, j'ai un problème avec cette chatte. Depuis qu'elle est arrivée, elle a mis le bordel dans tous mes chats, il y en a 2 qui sont partis. Écoute, je vais te dire ce qu'elle m'a dit. Et en fait, elle a observé de loin, avant de rentrer, de s'insérer dans le lieu, elle a observé de loin et elle est venue à l'aide de cette personne-là. Parce que il se faisait, elle appelle ça comme ça, hein, mais il le respectait pas en fait. Et quand tu dis il le respectait pas, les chats ne respectaient pas l'humain ? Oui. Ah, d'accord. Oui. Alors que lui donnait tout son amour, il faisait ce qu'il pouvait. Et les chats, tu vois, leur liberté d'agir. Toi, tu nous donnes à manger, super, c'est gentil, mais c'est bon, basta quoi. Donc des fois, ils respectaient pas l'humain qui les accueillait. Donc ils profitaient de lui. Et ça, bon, c'est une petite anecdote. J'avais trouvé rigolote. Et cette chatte là, c'était marrant ce qu'elle disait. Avec elle, j'avais beaucoup parlé comme je parle avec toi. Elle me disait, on avait vraiment c'est une des premières avec laquelle j'avais vraiment une discussion comme si j'avais un être humain en face, quoi. Où j'entendais vraiment tous les mots, une grande perception. Elle me dit, mais non, mais et puis ces codes sociaux, là, elle était rigolote. Comment est-ce que tu décrirais ton lien avec les animaux aujourd'hui ou avec le vivant de manière plus générale? Parce que tu parlais des arbres aussi tout à l'heure. Tu es en communication avec eux? Oui. Ou avec l'ensemble du vivant, finalement? Ouais. J'essaie. Quand je bois mon café dehors ou mon thé, le rouge-gorge il arrive, il se pose, je lui parle tout de suite. Il me comprend, il me comprend pas. Je m'en fiche en fait, c'est pas ça. C'est que je lui dis bonjour quoi. Bonjour, je suis là moi aussi. Tu vois, toi tu cherches un petit truc à manger, mais moi je bois mon thé, je profite aussi. Mon lien, j'arrive pas à mettre un terme dessus. Après toutes ces années, entre le Marais d'Orx, ce que tu fais aujourd'hui. C'est mon intuition en fait. J'ai remarqué aussi sur les gens, cette partie intuitive, tu sais pas pourquoi tu vas vers quelque chose ou tu sais pas pourquoi tu prends ça. En fait, c'est mon corps qui parle en fait. Alors évidemment, c'est pas tout le temps comme ça parce qu'il faut être un petit peu dans un état modifié de conscience, ce que tu as dit tout à l'heure très justement. Mais quand je m'y plonge dedans, je peux rester longtemps à vibrer avec eux. C'est une question de vibration. Et t'as de quoi faire autour de chez toi? Rien que chez toi? Ah oui. Déjà, avec la maison, avec tout. Avec les plantes, avec les arbres. Il y a, avec tout. Et puis, avec aussi les éléments, le vent, le soleil, la lune, la terre, avec tout. Si tu reviens 10, 15, 20 ans en arrière, tu penses qu'à cette époque-là, tu aurais imaginé pouvoir faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Te connecter de cette façon-là au vivant? Et à l'invisible aussi, finalement. Oui, c'est l'invisible aussi, bien sûr. Je crois que non, même si je le faisais déjà sans m'en rendre compte,
mais plus avec les animaux. Mais ceci dit, j'ai toujours aimé aller marcher dans la nature, j'ai toujours aimé m'asseoir à côté d'un arbre, j'ai toujours aimé ça. Donc c'est peut-être une part en moi qui était là et à qui j'ai ouvert la porte. Parce que en disant mais ça y est, j'ai pris conscience aujourd'hui que je suis bien en fait quand je fais ça. Je vibre quand je fais ça. Et avant, je m'en rendais pas compte, j'en avais pas pris conscience. Donc je le faisais pas, mais c'est revenu à moi. C'est pas grave, il y a un temps pour tout. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que j'allais dire au point que tu t'orientes maintenant aussi vers les humains. Oui, oui, parce que c'est un tout. On fait tous partie de ça. Donc l'animal, c'est parce que j'ai ce lien là que je n'explique pas depuis petite, mais l'humain a toujours été là. D'ailleurs, quand j'étais garde naturaliste, je faisais des visites guidées. J'étais le guide. Je montrais les choses. Donc j'avais déjà ce lien. Je montrais ce que j'avais appris et là c'est ça en fait. Un niveau au-dessus. Maintenant tu viens nous montrer c'est pas la même chose. Ce que nous ne voyons pas. Je mets pas de niveau, mais c'est pas la même chose. Oui. C'est une autre expérience. Je suis maître Reiki. Ça m'a donné en fait, c'est encore une fois, c'est des outils qui te permettent d'avoir confiance en qui tu es et ce magnétisme que tu as et cette vibration. On peut appeler ça de la magie, on peut appeler ça de l'énergétique. La magie, j'aime bien ce terme parce que comme on le voit pas tout de suite, on se dit c'est de la magie, tu vois. C'est juste de la vibration et de l'amour, en fait. Et l'amour, tout le monde en a besoin. Déjà, soi-même. Il faut d'abord se donner de l'amour à soi pour pouvoir le donner aux autres. Ça peut pas être dans l'autre sens. Enfin, c'est important de s'aimer, soi. C'est une base. Si on s'aime pas soi, on peut pas donner de l'amour aux autres, c'est pas possible. Ou il y a un moment donné, il y a un truc qui va se passer. On va avoir une perte de confiance, on va dire ah mais lui il m'a nié, et lui. Non, c'est pas lui, c'est toi déjà. Toi, reviens à toi. Où t'en es? Qu'est-ce que tu fais? Recentre-toi. Écoute-toi. Écoute ton cœur. Pose ton cerveau, mets-le là-bas. Écoute ton cœur. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Christelle? Oh, la petite Christelle. Oh, mais je lui parle souvent à la petite Christelle, je pense. Joue, ris. Amuse-toi. Ah ouais. Bon, tu me connais un peu, je suis quelqu'un d'assez enjoué, un peu de légèreté. Vas-y, tu veux t'allonger dans l'herbe, allonge-toi dans l'herbe. Mais c'est ça qui nous apprennent les animaux. À répondre à nos besoins, en fait. Et ces besoins, de l'enfant intérieur, oui. C'est des trucs simples. Profite, quoi. Mais profite, vis, tout simplement, vis. C'est quoi vivre? Respirer, manger, boire. Hein? Elle est d'accord. Et profiter de nos animaux parce que tu es entourée de Taïga. Bonjour Taïga, qui vient nous rendre une petite visite. Oui. Alors Taïga, précisément, elle a tout de suite, là, il doit être l'heure. Parce que j'aime beaucoup aller en forêt et forcément Taïga aussi. Et Pilou, qui n'est pas là, mais... Ah si, il est là, mais il dort. Oui, bon, oui. Il est plus vieux, donc il dort. Mais alors, je sais pas pourquoi, il y a un moment donné, j'ai dû y aller toujours plus ou moins à la même heure. Mais elle a calculé l'heure. Donc là, sans avoir de montre, on doit être vers les 5 heures. Est-ce que c'est leur intuition? C'est vrai qu'il y a quelque chose moi, qui me dépasse chez les animaux. Je me souviens, pour prendre aussi un exemple, j'ai un chat et je me souviens dans un autre appartement où je vivais, je la sortais, elle pouvait sortir à l'époque, et quelle que soit l'heure à laquelle je rentrais, elle m'apparaissait toujours au bout du chemin et elle courait, elle miaulait pour me dire mais je suis là, quelle que soit l'heure. Et je me disais mais comment est-ce qu'elle sait que j'arrive alors que je ne rentre jamais à la même heure, mais elle est là. Et là, toi, pareil, il y a quelque chose en elle qui sait que ce moment-là, c'est l'heure à laquelle on va à la forêt. Oui, est-ce que c'est l'intuition? Ça, c'est le lien. Ouais. Énergétique que tu as avec ton animal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance pour l'énergie. Quand tu penses à quelqu'un, tu peux penser à quelqu'un même quand il est très loin, à l'autre bout du monde. Et le fait de penser à lui, tu te relis à lui. Les animaux, en fait, quand ils pensent à nous, qui se relient à nous, et si il te sent en train d'arriver... Un épi de maïs. Ah oui, là, elle va trouver des stratagèmes. Et du coup... il te sent revenir, en fait. Tu peux être très, très, très loin et lui dire « j'arrive ». Et peut-être que toi, dans ta tête, quand tu es dans ta voiture et que tu rentres, même si tu sais pas que ton animal est relié à toi, mais tu es en train de te dire « je rentre à la maison ». Et le fait de te dire ça dans ta tête,
Tu lui envoies par tes l'information. gestes, tu lui envoies une information. Cette information, lui, il la reconnaît puisqu'il est lié à toi. C'est ça, la communication, en fait. C'est pas un truc, on en fait tout un truc extraordinaire, mais c'est de la connexion, tu l'as dit tout à l'heure, d'âme à âme. Et par ton comportement, par ton corps, par ton positionnement, tu envoies des indications à l'autre. Peut-être même de cœur à cœur, puisque tu parlais de cœur et de pas être dans le mental intellectuel, mais dans les pensées, mais de se connecter sur un autre plan. Ouais. Et comme quand tu arrives avec tes soucis du boulot, tes soucis de ceci, tes soucis de cela, ils le ressentent très 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 bien aussi. Et ils vont changer de comportement et essayer de s'ajuster à ça pour t'apporter de l'apaisement par différentes choses, ou t'apporter de la joie si tu as besoin de la joie ou de l'apaisement. Alors ça va être soit des caresses, des demandes de caresses qui vont t'apaiser, ou un chien. Alors un chat ça le fait aussi, mais les chiens ils amènent un épi de maïs, tu vois, ils amènent ce côté, allez là on joue maintenant, si tu jouais un peu, tu vois, ça te ferait passer ton idée ils te ramènent à toi. Mais parce qu'ils ressentent. Et après, tu dis, oh, mais pourquoi il fait ça? En fait, c'est parce que sur le moment, par contre, c'est toujours au moment présent, mais sur le moment, c'est ce que tu vibrais. Donc, lui, il essaie de t'aider. Il fait tout ce qu'il peut. Il met tout en action. Alors, ça peut être, il va chercher 10 000 jouets. Allez, on joue, allez, les gars, allez. Stimule-toi, vas-y. Oh, ils sont drôles. Ils sont drôles. Hein? Ouais. Et il est 17h06, donc tu avais bien compris, effectivement. Comment tu définirais ta raison d'être aujourd'hui? Ma raison d'être. Peux-tu approfondir un petit peu plus ta question? Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, j'ai le terme de mission, mais c'est pas tellement ça. Hein. Quel est ton rôle aujourd'hui? Quel est ton... Alors, mon rôle... Ton pourquoi, ton... Mon rôle, je sais pas si je l'ai bien défini. Je suis en train un peu Tu m'as parlé de médiatrice tout à l'heure et tout ça. Je pense qu'il y a un truc autour de ça, mais c'est pas de la médiation. Je pense qu'il faut que j'amène de la compréhension, en tout cas. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sois claire. Et j'y suis pas encore. J'ai pas encore trouvé le truc. Ma raison d'être, c'est vivre et vibrer. Voilà. Je crois que c'est celle-là. Parce que, et ça je l'apprends, parce qu'on est toujours en apprentissage, mais quand on travaille, il faut être authentique et il faut être soi. Mais soi dans tout ce que ça comporte. Autant se connaître dans sa part d'ombre, se connaître dans sa part de lumière, il faut apprendre tout ça. Et quand tu sais tout ça sur toi, c'est plus facile après. Mais pour être tout ça, il faut vivre. Ouais, il faut vivre. Il faut faire ce qu'on aime. Et après, c'est plus simple. Je crois. Tu nous as parlé de liberté. J'ai cru comprendre que c'était une valeur importante pour toi. Est-ce qu'il y en a d'autres? L'authenticité. La paix. Ça, c'est important. Voilà. Vivre en paix, être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres. Moi, je déteste les conflits. Mais bon, la tolérance, l'acceptation. L'acceptation, accepter que on n'est pas tous faits de la même façon, qu'on est tous différents, qu'on a tous notre rythme de travail, notre rythme d'apprentissage. Ça, c'est important parce que si la société avait pris conscience de ça, ne serait-ce que dans le monde du travail, on n'en serait peut-être pas là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt du soir et on les fait travailler le matin, alors que si on leur disait « mais venez travailler quand vous êtes le mieux », peut-être que du coup, il y aurait un rythme qui se serait installé, il y aurait moins de conflits au travail, il y aurait moins de monde sur les routes au même moment, moins d'embouteillages, moins de stress, etc., etc. On n'en est pas là. On fait travailler les gens de telle heure à telle heure parce que c'est comme ça. Mais pourquoi, en fait? Parce que tout le monde veut apporter sa pierre à l'édifice. Et pour qui? Et puis pour qui? Pour nourrir les rêves d'autres, tu vois. Voilà, il faut d'abord se nourrir soi. Et quand tu as compris comment tu fonctionnais, moi, je sais que par exemple, je suis plutôt de l'après-midi et du soir que du matin. Le matin, il faut pas me bousculer. Donc, aller travailler tous les jours, à commencer tous les jours à la même heure, alors que le matin, j'aime pas être bousculée. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, ça nous bouffe. Parce qu'on n'est pas dans notre rythme à nous. On s'écoute pas. On le fait parce qu'il faut aller gagner de l'argent, mais on le fait parce qu'il faut, parce qu'on nous a dit parce que on nous apprend pas tout ça. On nous apprend pas à nous écouter. Ni à entreprendre. Et encore à créer un petit peu quand même, mais un petit peu, mais quoique on les met un peu à part, tu vois, c'est oui mais pas trop.
Quel message est-ce que tu souhaitais transmettre aujourd'hui? J'en ai pas en particulier, mis à part qu'il faut vivre, quoi. Il faut essayer de profiter de soi, de profiter de la vie, de profiter du moment présent. C'est ce que nous apprend les animaux. Être là au moment présent et faire ce qu'on ressent au moment présent. Attention, hein, pas ce que notre tête nous dit, hein, parce que des fois, non, c'est ce que notre cœur nous dit. Mais c'est un travail de longue haleine. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi? Et on m'appelle? Tout simplement. Oui. On a inventé le téléphone parce que nous, les êtres humains, on adore inventer des choses. On a inventé le téléphone, c'est une véritable invention. Je dis bravo. Autrefois, on s'appelait différemment. Il y avait des messagers ou... Mais bon, là, entre êtres humains, le téléphone, c'est bien. Donc, on mettra ton numéro dans le contact. Ouais. Je réponds normalement. Non, après, c'est vrai que je coupe le téléphone quand je suis en soins. Voilà, je me mets sur mode avion parce que je me sers d'une photo, donc je suis sur mode avion. Oui, on n'a pas précisé que tu travailles à distance. Surtout à distance. Surtout à distance, oui. Oui, parce que pour l'instant, j'ai surtout des demandes pour des animaux, des petits animaux familiers, mais pour les gros animaux, donc tout ce qui est équidé, alors ânes, chevaux, mules, je voudrais me déplacer. Sur quel secteur? Bon, évidemment, il faut pas que j'aille, ça dépend s'il y a plusieurs soins, mais... Parce qu'on est dans le sud des Landes. On est dans le sud des Landes. Je pense 25 km autour de chez moi, c'est bien. Après, je suis obligée de compter quelque chose en plus quand même pour le gasoil qui a augmenté. Mais voilà, mais que ce soit pas un frein non plus. Non. Même si on est au-delà des 25 km de Sobrig, on peut quand même t'appeler et puis après, ça se discute. Ça se discute, oui, bien sûr. Tout se discute de toute façon. Les personnes à qui je donne la parole sur ce podcast, ce sont pour moi les acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi, Christelle, le Nouveau Monde? Le Nouveau Monde, pour moi, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de qui on est. Parce qu'on est des êtres humains, certes, mais on est aussi des animaux. Pour moi, on est au même niveau. Je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de niveau. Pour moi, on est au même niveau. Il y a des hiérarchies, certes, mais on est au même niveau et on fait partie d'un tout. Et la prise de conscience doit être là. C'est qu'on est au même niveau que tout le monde. On ne doit pas se croire supérieur à, parce qu'on ne l'est pas. Et on fait partie de cet ensemble qui est la Terre, voire au-delà. Mais bon, on va me prendre pour une folle, mais bon. En tout cas, si on prend conscience qu'on est tous là individuellement, mais tous ensemble au même niveau et qu'on est là pour s'aimer et s'entraider, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ça a marché, mais après tout le monde a son rythme, donc je sais pas. Et toi, comment est-ce que tu penses participer à ça, à cette prise de conscience? En faisant ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en expliquant qu'il y a d'autres façons, en ouvrant les portes peut-être d'autres choses, que tout n'est pas comme on nous a dit, tu as demandé comment tu pourrais parler à un sceptique de... Ah oui, j'ai pas posé la question, ouais, mais j'avais envoyé quelques questions. Mais oui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait sceptique sur la communication animale, les soins énergétiques? Tu vois, j'ai pensé à ça, à cette question. Et ça dépend qui c'est qu'on a en face, évidemment, et de son degré. Et ça dépend comment son corps parle, parce que s'il est vraiment très, très, très fermé, le chemin va être long pour lui expliquer. Il va falloir qu'il veuille entendre, et c'est pas forcément dit qu'il veuille entendre. Mais en tout cas, je me dis, on se posait pas la question autrefois quand on était enfant et que notre maman, elle venait nous faire le bisou magique, qui guérissait tout. Sans produit, sans rien. Elle te disait « Oh, viens, je vais te guérir, je vais te faire le bisou magique. » Et en fait, elle venait nous embrasser et nous caresser, je prends l'exemple le genou. Et tout de suite, on allait mieux. Et c'est ça l'énergétique. Et en fait, à partir de quand on n'a plus cru en ça? On s'est perdu, en fait. On n'a plus cru au bisou magique de notre maman, on n'a plus cru, mais... Il faut croire, tu croyais bien à ça. Alors pourquoi tu ne croirais pas en l'énergétique? C'est ça, l'énergétique, c'est la base, c'est l'amour. Et on croit bien à la Wi-Fi. Et oui, tu vois, enfin, ou alors, je sais pas qui a dit que, mais non, c'est concret ça. Ça paraît pas concret, mais c'est concret pourtant. Le bisou magique de maman, il venait toujours guérir le bébé ou l'enfant. Et après, on n'en veut plus du bisou magique, je sais pas pourquoi. Moi, j'en fais plein des bisous magiques encore à mes filles. Je dis, viens, maman, elle va te faire le bisou magique. Alors, elle rigole. Et tout de suite, elle se sent mieux, tu vois. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai répondu à ta question, d'ailleurs. Ça y est, je suis partie. Tu m'as perdu.
Parce qu'on est parti, non, parce que tu rajoutais un commentaire sur les personnes qui étaient sceptiques. Je t'avais posé une question, parce que je t'avais envoyé quelques questions en amont pour préparer un peu. Et il y avait notamment une question que j'ai pas forcément posée aujourd'hui. Que dirais-tu à quelqu'un de sceptique qui n'y croit pas? Voilà. Est-ce que tu cherches à convaincre? Comment est-ce que tu expliques ce que tu fais? Comment tu sensibilises? Tu ne peux pas convaincre celui qui ne veut pas. Faut respecter et accepter que cette personne, à ce moment-là, n'est pas prêt. Peut-être qu'elle le sera un jour. Tu peux quand même expliquer ce que tu fais avec des mots simples. Après, elle en fait ce qu'elle en veut. Mais il faut, voilà, tant pis. Peut-être qu'elle en fera rien, mais peut-être qu'un jour, elle se dira « Ah ben tiens, ah oui, tiens, j'avais rencontré quelqu'un qui avait dit ça. » Ou peut-être pas du tout, mais peut-être que ça fera son chemin. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Peut-être, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire avant qu'on termine l'interview sur le portrait chinois? Le portrait chinois, il faut que tu me rappelles ce que c'est. Je vais te poser des questions. Mais est-ce que toi, avant qu'on passe au portrait chinois, tu voudrais ajouter quelque chose? Non, moi je dis faut garder confiance en soi. C'est important. On termine sur le portrait chinois? Ouais. Tu te rappelles, c'est le jeu si tu étais un plat, tu serais... Donc si tu étais un plat, lequel serais-tu, Christelle? Oui, alors une salade composée. Parce que j'aime bien le fait que tu puisses mettre à la fois du cru, du cuit, du chaud, du froid ou tout chaud, peu importe, et qu'il y ait des couleurs. Ok. C'est important, je trouve. Quand l'assiette est belle et pleine de couleurs, ben moi ça me met en joie et ça me met en appétit. C'est un plat qui revient régulièrement. Si tu étais un livre, lequel serais-tu? Alors sur les livres, j'ai du mal à choisir parce que je suis tombée très très amoureuse de l'auteur qui s'appelle Robin Hobb. H-O-2-B, qui est dans le fantasy. J'adore tout ce qu'elle fait. Mais je vais quand même rester sur la saga, parce qu'elle a écrit, je sais pas combien, sur la saga de l'Assassin Royal. Mais alors, me demande pas lequel numéro, parce que je te dirai toute la saga de l'Assassin Royal. Ok. Avec l'histoire de Fitz-Chevalerie. Si tu étais un dicton? Un dicton. Ou un proverbe, une devise, un mantra, qu'est-ce qui te guide? Un dicton, là, j'ai pas réfléchi au dicton. Je sais pas. Est-ce que c'est un dicton? Sois honnête avec toi-même. Ça peut. Si tu étais un film? Alors, un film, du coup, je suis remontée loin parce que c'est un film qui m'avait énormément plu quand j'étais enfant. Et c'est L'Histoire sans fin. Oui. Tu te rappelles? Oui. Et je ne sais pas pourquoi j'avais aimé ce film. Et avec du recul, je me suis rendu compte qu'on est dans l'imaginaire, la magie et la rencontre de ce petit garçon avec ce dragon. Je savais pas pourquoi. Maintenant, j'en sais un petit peu plus. Mais voilà. Tout prend sens dans l'après-coup. Ouais. Et le recul. Toujours nécessaire, l'introspection. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne? Alors, ça serait une super-héroïne et ça serait ma sorcière bien-aimée. Je la trouve trop drôle. Tu nous ramènes dans les années 90, non? Entre l'Histoire sans fin... Je sais plus. Ma sorcière bien-aimée. En tout cas, L'Histoire sans fin, c'est il y a... Ouais, c'est... J'étais... 80, peut-être fin 80. J'avais 10-12 ans, je pense, un truc comme ça. Donc, années exactement, 80, je sais pas. Mais oui, j'étais enfant. Non, après, ma sorcière de bien-aimée, je pense que j'étais un peu plus âgée. Oh, quoique. Peut-être pas tant. Ah, tu vois. Souvenir d'enfant. Oui. Merci, Christelle, de ta participation. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Christelle vous aura inspiré. Donc, n'hésitez pas à la contacter, j'allais dire directement sur ses réseaux, mais non, par téléphone. Donc, on mettra ton numéro. Ouais. Et peut-être aussi les coordonnées de ton site, puisque tu as un site. Et donc, vous trouverez toutes les infos dans la description de cet épisode. À bientôt. Merci. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.